Bonsoir à tous, merci d'être venus à cette première conférence du cycle organisée autour de la revue Guilbaud. Alors c'est le prochain numéro de cette revue semestrielle qui sortira le 3 novembre prochain et qui est consacré au climat avec ce sous-titre un peu provocateur en tout cas qui appelle à faire réfléchir de Bienvenue dans l'Anthropocène. Alors, le but de cette revue, c'est de traiter des débats autour de la gestion et de l'utilisation de la nature, et aussi de mettre en question les représentations de la nature entre celles des chasseurs, des agriculteurs, des scientifiques, des peuples premiers qui vivent encore dans la nature, et de faire dialoguer ces représentations pour donner à comprendre mieux ce qu'est la nature aujourd'hui et pourquoi aujourd'hui elle est source de tant de controverses et de débats. Alors pourquoi bienvenue en Anthropocène? Et d'abord peut-être qu'est-ce que l'Anthropocène pour ceux qui n'ont pas déjà entendu ce mot. Alors cette notion d'Anthropocène a été formulée en 2002 par un géochimiste qui s'appelle Paul Crutzen, pour désigner une nouvelle ère géologique inédite après l'Holocène, où ce ne seraient plus les forces de la nature qui seraient source de modification du système terrestre, mais désormais l'homme, sa technique, ses connaissances scientifiques et ses actions. Alors, bienvenue dans l'Anthropocène, je ne sais pas si c'est le bon mot vu les perspectives peu réjouissante qui annonce le réchauffement climatique et la crise écologique. Mais l'idée, c'est que ce concept nous invite à être réflexifs sur nos propres actions, sur nos manières de connaître la nature, nos manières de la gérer, et aussi les représentations structurantes de la nature comme un espace en dehors de l'homme, un espace qui ne serait pas notre habitat. Les géologues n'ont pas encore statué sur la date d'entrée dans l'Anthropocène. C'est un concept qui est très neuf et qui est encore en débat. Certains veulent faire démarrer l'Anthropocène au début de la Révolution industrielle, d'autres dans les années 50, au début des 30 Glorieuses et de cette grande accélération où tous les indicateurs démographiques, économiques explosent et avec eux l'impact sur l'environnement. Les émissions de gaz à effet de serre, la production de plastique, autant d'indicateurs qui montrent l'impact de l'homme sur la nature. Mais ce concept est déjà mobilisé largement par la communauté scientifique pour opérer un retour critique sur le rôle de l'humanité dans cette crise, en particulier le nôtre, celui de l'Occident moderne qui a très largement construit et imposé une représentation de la nature et qui l'exploite et l'a exploitée, et sur les savoirs nécessaires pour sortir de la crise écologique. Alors la première conférence de ce cycle s'intitule « Quelle nature à l'ère de l'Anthropocène ?» Et c'est à la fois une question philosophique, parce qu'on peut se demander ce qui reste encore de la nature dans une ère où l'empreinte de l'homme est partout, mais c'est aussi une série de questions très pratiques. Comment repenser la façon dont nous interagissons avec la nature et dont nous la transformons? Qu'est-ce que cela signifie aujourd'hui de protéger la nature dans une ère de crise écologique et alors que nos activités ont un impact que nous n'arrivons plus à maîtriser? Et comment anticiper les changements à venir liés au réchauffement climatique? Alors, pour en discuter, je suis ravie d'accueillir Catherine Larère, professeure émérite à l'Université Paris-Sorbonne et spécialiste d'éthique environnementale, Vincent de Victor, qui est biologiste au CNRS et à l'Institut des sciences de l'évolution de Montpellier. Et pour commencer, je vous propose de nous plonger dans les paysages de l'Anthropocène de l'artiste chinois Yang Longyang, que nous présentera ensuite Liu Yeo, qui est commissaire d'exposition basé à Paris et qui organise de nombreuses expositions autour de l'art chinois et de l'art en lien avec la nature.
Je suis ravi de participer à cette conférence qui me donne l'occasion de vous faire connaître le travail de Yang Yongliang, un jeune artiste de Shanghai qui, tout en s'inspirant de la peinture traditionnelle, se sert de la vidéo et de la photo pour montrer la société chinoise actuelle. Cette vidéo appartient à la collection DSL, fondée par Dominique et Sylvain Lévy, collectionneurs d'art contemporain chinois, et je l'ai présenté au printemps de cette année dans la station de métro Europe à Paris, participant au programme culturel de la RATP. Je fais partie d'un collectif dans lequel vit tout le monde, dont le but est de créer le dialogue entre la France et la Chine à propos de l'art et l'environnement. Yang fait partie d'une nouvelle génération d'artistes qui travaillent dans une Chine frénétique, témoigne du grand bond en avant depuis l'ouverture économique. Ces artistes s'intéressent à leurs univers intimes dans un monde faisant l'apologie des nouvelles technologies. C'est aussi la génération de l'enfant unique qui a profité des réformes économiques et a bénéficié d'une vie plus aisée. Yang a appris la calligraphie quand il était petit à l'école. Cette photocomposition de Yang Yongliang prend la forme d'une peinture traditionnelle au format horizontal. Le travail de Yang Yongliang est une passerelle entre le passé et le présent, où il dialogue avec la peinture classique. Yang illustre la contre-utopie de notre monde. Il crée ainsi un tout nouveau monde d'illusions où des paysages poétiques sont ponctués d'éléments urbains en décomposition, mais l'harmonie qui s'en dégage crée l'illusion d'un paysage traditionnel paisible. Les œuvres de Yang Yongliang en question et interpellent sur l'ironie du sort de ces personnages condamnés à vivre dans un monde illusoirement idéal. Nous ne sommes pas nous-mêmes les acteurs de cette fatalité. Yang gère parfaitement les contradictions entre l'éphémère et le pérenne, la dureté du changement et la douceur de la vie, le beau et le laid. Cette photo est en fait inspirée d'une peinture sur soie attribuée à Qu Ding, datant du XIe siècle, période de la dynastie de Song du Nord, considérée comme l'apogée de la peinture chinoise. Dans une autre photo, ces deux photos font partie d'une série commandée par la Fondation de la protection de l'environnement chinois en 2009 pour attirer l'attention sur le problème lié à l'érosion et à la pollution en Chine. Ces publicités ont été affichées aux endroits les plus passants du métro de Shanghai. Vu de loin, nous voyons un panoramique qui représente une succession de montagnes noyées dans la brume, et lorsqu'on se rapproche, on découvre l'impact des usines, des bâtiments et des voitures sur l'environnement. Ces montagnes sont en fait constituées d'un nombre incalculable de tours, immeubles d'habitation, lorsque les arbres au premier plan sont en réalité de pylônes à haute tension ou de grues de chantier, emblème ambigu de la Nouvelle-Chine. Et ici, nous voyons que Yang Yongliang est inspiré par un autre tableau, par un artiste qui s'appelle Xu Daoning, aussi de la dynastie de Song. Avant d'aller plus loin, j'aimerais parler un peu sur la peinture classique chinoise. La peinture occupe en Chine une position privilégiée. Elle représente le fondement de la culture traditionnelle et définit l'harmonie à partir de règles de vie issues de principes de religion et de la philosophie chinoise, le confucianisme, le taoïsme et le bouddhisme. Le confucianisme favorise la relation entre l'homme et la société. Le taoïsme met l'accent sur la communication entre la nature et l'homme. Le bouddhisme, quant à lui, privilégie la communication entre l'esprit et le corps de l'homme. En Chine, le paysage appelle San Shui, littéralement montagne et eau. On ne peint pas l'ombre, mais la nature qui l'environne et inspire ses états d'âme. L'homme est perdu dans l'immensité de l'univers et le peintre cherche à traduire à travers le paysage ses pensées philosophiques et religieuses et ses rêves. Tout ici est symbole. Dans la hiérarchie des genres picturaux, le paysage occupe
le Xe siècle, le premier rang. Le grand paysage classique connaît son âge d'or sous les Song, entre le X et XIIIe siècle. Cette forme de peinture représente l'un des plus hauts sommets spirituels de l'humanité. L'homme occupe une place humble et infime, ici en bas à gauche. Ce paysage classique propose une vision de la nature dont le réalisme est saisissant autant qu'ambigu. Il est saisissant car fondé sur une observation aiguë et une expérience intime de la nature, impression visuelle, perception hémisphérique, sensation tactile, la majesté des cimes, la fluidité des brumes, le frémissement des bambous dans le vent, la caresse de la brise dans les sols. Tout cela est rendu avec une fidélité bouleversante. Mais il est ambigu car à l'inverse d'un réalisme pictural, il ne satisfait pas de nous livrer un portrait ressemblant de visible. Le véritable objet du peintre est avant tout de capter le souffle de l'univers. Depuis quelques années, il y a une renaissance de la peinture traditionnelle en Chine où les artistes contemporains s'inspirent de la technique et de l'esthétique de la peinture à l'encre de Chine pour en faire des vidéos, des installations et des tableaux. Nous voyons ici un chef-d'œuvre de Wang Ximeng, un peintre qui date du XIe siècle et qui a perfectionné le paysage en bleu et vert. Son style influencera beaucoup de peintres dans les générations à venir. La peinture traditionnelle chinoise était réputée pour ses délicats paysages et sa façon d'évoquer l'harmonie entre l'humanité et la nature. Qu'a-t-elle donc à voir avec le tumulte des métropoles, leur pollution, leur confusion? La question est légitime et elle se pose aux artistes chinois eux-mêmes, car la peinture chinoise est toujours allée de pair avec une esthétique ordonnée autour de l'harmonie du cosmos. Face à cet écart entre l'idéal culturel et la réalité sociale, quelles voies peuvent donc emprunter aujourd'hui un art qui s'affirme spécifiquement chinois? Ici, on peut dire que dans son travail, Yang est parvenu à rétablir l'harmonie entre le paysage chinois et celui urbain d'aujourd'hui. Yang s'inspire clairement de la composition de la palette du tableau président de Wang Ximeng. Mais les montagnes en vert et bleu font aussi référence à une autre réalité. L'échafaudage en bambou recouvert de bâches, vert et bleu. L'environnement urbain, tiraillé entre nature et artifice, est peuplé d'hommes et de femmes comme Yang, qui cherchent à y réaliser tous les potentiels de l'être propre au travers des contingences qui sont le leur. Le cosmos ne se trouve pas dans la seule nature, il habite le cœur de chacun. C'est de cette quête spirituelle ininterrompue que Yang peut donner témoignage. Son langage spécifique pour exprimer une manière chinoise, entre guillemets, d'habiter la ville et le monde. Et cette, entre guillemets, manière chinoise d'entrer dans la réalité peut atteindre à l'universel si elle s'est donnée libre à toutes les ressources de sa technique et de son esthétique. C'est le moment de parler de relations entre la culture traditionnelle chinoise portée par le confucianisme, le bouddhisme, le taoïsme et les trois piliers du développement durable que sont le social, l'économie et l'environnement. La culture traditionnelle chinoise s'attache principalement à l'harmonie dans les relations interpersonnelles et dans les relations entre l'homme et la nature. Le développement durable cherche aussi à créer pour le futur un état d'harmonie entre les êtres humains et la nature. Une autre question est suivante. La culture traditionnelle chinoise ne pourrait-elle pas apporter sa contribution au développement durable dans sa façon de communiquer au monde? La réconciliation entre la tradition et la modernité, la combinaison des cultures orientales et occidentales, comme on a vu dans la vidéo Paysage fantôme, pourraient être les axes majeurs du projet à venir. Pour conclure, je vais citer une phrase de Carlos Fuentes, le grand écrivain mexicain. Quand on abandonne son passé, on devient orphelin. Je pense que par le travail, ces artistes chinois contemporains nous disent qu'ils ne veulent pas être des orphelins.
Merci. Merci beaucoup, Louis et Aude, pour cette belle présentation. Alors, Catherine Allaire, vous travaillez depuis longtemps sur la construction de l'éthique environnementale et du souci envers la protection de la nature. Là, ce qu'on a vu, c'est en fait un trouble dans la représentation de la nature et dans cette séparation historique entre, d'un côté, l'homme, qui est tout petit dans le tableau, et de l'autre, la nature. Alors, pourquoi est-ce que ces représentations traditionnelles de la nature sont remises en question aujourd'hui? Merci, bonjour à tous. Je voulais commencer peut-être en parlant de ce qu'on a vu, et je crois que l'image de cet artiste chinois sur laquelle on a commencé, où on voit une montagne qui est une maison, qui est un ensemble d'immeubles, de grands immeubles, ou des grands immeubles qui se transforment en montagne, est effectivement une bonne image de l'Anthropocène dont vous nous parliez dans la présentation de cette soirée, c'est-à-dire l'impossibilité finalement de faire la différence entre ce qui est humain et ce qui est naturel, et si bien qu'on peut pas savoir si c'est la montagne qui se fait maison ou la maison qui se fait montagne. En même temps, je trouve que c'est très intéressant de voir ce dialogue que veut faire l'artiste chinois entre son passé et la représentation chinoise de l'environnement et le présent, et un présent qui est hautement mondial. Dans cette présentation de vie chinoise, moi je ne sais pas lire les caractères chinois, mais je pouvais lire les caractères alphabétiques qui étaient présents aussi. Donc c'est un monde mondialisé dans lequel nous sommes amenés alors, à mettre en rapport notre passé et notre présent, mais aussi différentes vision de notre environnement, et c'est très délibérément que je ne parle pas de nature à propos des paysages chinois que nous avons vus, au sens où peut-être ça serait projeté, alors pour nous autres occidentaux, dont je fais partie, projeter une vision occidentale sur une approche chinoise qui est riche d'une très longue tradition. Donc pour dire que pour moi, tel que j'y ai travaillé, l'idée de nature est une idée, et un mot d'ailleurs, typiquement occidental. Je crois qu'on ne peut pas le traduire directement en chinois, les équivalents qu'on trouve en chinois ou dans d'autres cultures, africaines ou d'autres cultures orientales ou de civilisations précolombiennes. Pourquoi? Parce que la notion de nature alors qu'il y a mais finalement dans le vocabulaire européen, c'est à peu près les mêmes mots, hein, et ça sort de racines grecques, physis et latines natura, et est une notion qui est profondément enracinée dans la culture occidentale, avec deux sources, qui est d'une part la source grecque, hein, la physis grecque, et un grand philosophe, Pierre Hadot, qui est mort il n'y a pas très longtemps, disait quand on veut comprendre un peu de quoi il s'agit quand on parle de nature, il faut aller voir chez les Grecs, et je crois qu'il avait parfaitement raison. Ce sont peut-être les premiers à en faire un mot global qui désigne un ensemble de réalités, où nature s'oppose au surnaturel, où c'est l'idée qu'on peut expliquer la foudre sans avoir besoin de parler de Zeus. Hein. C'est l'idée qu'il y a une continuité des phénomènes naturels et une globalité. Et l'autre source occidentale, c'est la Bible et bon, l'héritage biblique à travers la religion chrétienne. Alors la Bible ne parle pas de nature, elle parle de création, mais elle donne un élément qui va rester très important, qui est justement l'idée de la création, que Dieu a créé l'homme à son image et a fait la terre en la mettant à sa disposition. Donc l'idée que l'homme proche de Dieu se sépare de la terre, qui est un objet créé à sa disposition,
nous vient beaucoup de cet héritage chrétien. Et donc ça va se mettre en forme petit à petit et très nettement au XVIIe siècle avec le développement de la science moderne, Galilée, Descartes, Newton. Et on va arriver à cette vision unifiée d'une nature qui est sensible, mais qui est aussi intelligible et qui est distincte de l'homme. C'est la séparation cartésienne entre la chose étendue et l'esprit. Et on arrive à la définition de la nature au XVIIe et au XVIIIe siècle, qui va rester au XIXe siècle, que ce qui est naturel, c'est tout ce qui arrive selon des lois nécessaires et universelles. Alors pourquoi c'est important? Parce que dans cette vision, et on n'a pas d'équivalent dans le reste de l'histoire occidentale, d'un moment où il y a une unification sur la conception scientifique, on a une conception scientifique unifiée, de lois nettes qui définissent l'uniformité, la régularité des phénomènes naturels, parce que ça va permettre deux choses. Ça va permettre d'une part le développement scientifique et technique, qui va s'appuyer sur le développement d'une science, mais d'une science qui peut, parce qu'elle prévoit, ce qu'on va bien dire au XIXe siècle, et au moment où il va y avoir un développement technique sans précédent, donnant un contenu à la phrase si souvent répétée de Descartes, selon laquelle nous pourrions nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Donc notre connaissance active, notre connaissance et notre maîtrise des phénomènes naturels procède de cette vision dualiste séparant l'homme et la nature. Mais ce qui est également intéressant et important, et je pense que s'il va y avoir un débat, ça va être en partie là-dessus, c'est que ça va permettre aussi de protéger une nature pensée comme extérieure à nous. Il faut bien se dire que l'époque moderne donne à la fois lieu à l'industrialisation, qui va conduire à ce qu'on vient de voir, pollution, enfin tout ce qui vous a été rappelé au début, mais que l'idée de protéger la nature, c'est aussi une idée récente, moderne, très occidentale, qu'on voit apparaître des deux côtés de l'Atlantique dans la deuxième moitié du XIXe siècle, où on va se mettre à laisser en dehors des actions de transformation des grands espaces naturels qu'on va mettre sous un régime de protection. Alors ça a pris plus particulièrement la forme des grands parcs nationaux américains, Yosemite et Yellowstone, et cette idée de nature auquel correspond un mot anglais qui n'a pas vraiment de correspondant en français, c'est toujours le problème de traduction d'un mot dans l'autre, qui est le mot de wilderness, qui est l'idée d'un espace sauvage dans lequel l'homme ne peut être qu'un visiteur temporaire, un espace qui existe de par son indépendance par rapport à l'homme. Et l'idée de protection de la nature est extrêmement fondée sur cette idée que la vraie nature, c'est celle où l'homme n'est pas. Et que donc, si on veut protéger la nature, il faut laisser la nature en dehors de l'intervention humaine. Donc, si vous voulez, dans l'idée occidentale de nature comme une idée dualiste, comme une idée, il y a d'un côté, et nature, tout ce qui n'est pas fait par l'homme, il y a deux possibilités. Enfin, dans l'extériorité de la nature par rapport à l'homme, on peut en tirer deux conséquences. La première, c'est que, cette extériorité, ce sont des matériaux à la disposition de l'homme qui peut en faire ce qu'il veut, et il n'a pas de problème moral à ça, et la science moderne, le mécanisme moderne aide à ça, il n'y a pas de finalité dans la nature. C'est Descartes qui disait, je ne parle plus de nature, je parle de matière, et entendez dans matière, entendez matériaux, des choses à ma disposition, à notre disposition les humains. Mais on peut aussi trouver, et si je veux donner une autre référence philosophique, je donnerai Rousseau comme référence, l'idée que cette nature qui est extérieure à l'homme, elle subsiste, elle continue, elle existe par elle-même, elle n'a pas besoin de nous pour exister, et ça justifie qu'on la respecte dans son extériorité.
Oui, extériorité, ça pouvait dire ce qui compte pas, mais extériorité, ça veut dire aussi altérité, quelque chose qui existe par soi tout seul, sans nous, et qu'on veut respecter. Et c'est ça, vous parliez des éthiques environnementales, qui se développent surtout aux États-Unis, bon, de façon explicite dans la deuxième moitié du XXe siècle, et bien l'idée qu'il faut avoir un respect pour la nature, pour le vivant, pour ce qui existe par soi et vaut par soi. Or, c'est justement cette dualité qui est mise en cause, et comme le montrait très bien de ce point de vue-là l'image de cette ville imaginaire de cet artiste chinois, de quoi l'Anthropocène est-il le nom, si je peux dire ça? Il est le nom de l'impossibilité de faire ce que nous sommes tellement tentés de faire, nous autres occidentaux, de dire d'un côté la nature et de dire de l'autre l'homme. Et donc, la question est, qu'est-ce qu'on protège, hein? Si la nature est complètement transformée, eh bien, qu'est-ce que je protège à ce moment-là? On peut continuer un peu? Justement, j'allais peut-être poser une question à Vincent de Victor et puis ensuite revenir à vous. Justement, en parlant de qu'est-ce qu'on protège, vous êtes biologiste et travaillez sur la conservation de la biodiversité. Alors justement, en pleine crise écologique, on demande à cette science de la conservation de la biodiversité de retenir ce qui est en train de disparaître, de nous donner des prédictions aussi, d'émettre des données scientifiques fiables en fait, pour anticiper des phénomènes à venir. Alors en fait, comment est-ce que vous faites pour répondre à ces injonctions de dire qu'est-ce qui est en train de disparaître et que peut-on faire pour l'enrayer? Merci beaucoup. Je me perçois en écoutant Catherine et puis aussi en examinant un peu cette œuvre d'art que je te remercie beaucoup parce qu'il me semble que ce genre de conférence, moi ça me fait pointer du doigt le fait qu'il est urgent de penser et tu as tout à l'heure expliqué que l'Anthropocène est une invitation à la réflexivité. Ça me paraît tout à fait évident que dans un moment où on a envie de faire et d'être dans l'action, là tout d'un coup on a une exigence de pensée et de réflexivité qui est tout à fait importante. Justement pour savoir d'où on parle, où est-ce qu'on va, qu'est-ce que c'est que la nature aujourd'hui. Et peut-être que de définir les contours de cette discipline, de cette science de la conservation, ça permet de participer un petit peu à ce moment de pensée, de réflexion sur qu'est-ce qui est devenu la nature aujourd'hui. Alors, je me demandais aussi qu'est-ce qui fait qu'on est ici dans cette salle tous ensemble. Alors, il y a plusieurs hypothèses. La première, c'est que dans le programme, il y a marqué qu'il y avait un verre gratuit après. C'est une hypothèse tout à fait valable, mais elle coexiste peut-être avec le fait qu'on manque d'intelligibilité aujourd'hui pour penser ce qu'on appelle la crise écologique, ou la grande déglingue environnementale, qui prend plusieurs formes. Une disparition des échelles, c'est complètement vertigineux, la notion d'anthropocène. On essaie de le voir sur une œuvre d'art, mais il suffit d'écouter les collègues du GIEC pour voir qu'on saisit mal qu'est-ce que ça veut signifier, ce plus 2 degrés d'ici quelques décennies, qu'est-ce que ça signifie, on perd un peu nos repères. Il y a une multiplication des manifestations de cette crise écologique, donc on rappelait avant-hier qu'on ne peut plus manger de salade, on retrouve du DDT dedans encore. Je reviendrai sur le DDT, c'est une molécule intéressante. Bref, on manque un petit peu de repères pour ça. Et la biologie de la conservation, si je vous parle de ce climat un peu ambiant sur la crise de la crise écologique, c'est que ça permet de proposer que la biologie de la conservation, une façon de la définir, ce serait une science ou une discipline scientifique. Et bien, je pense qu'une meilleure définition, c'est d'abord et avant tout une réaction. On a, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, si vous voulez, l'accumulation de lanceurs d'alerte et de messages qui s'accumulent d'une certaine vulnérabilité. Il y a la construction d'un environnement qui se globalise et qui se vulnérabilise. Paul Valéry dira en 1945, cette phrase très courte mais très belle, je trouve, le temps du monde fini commence. C'est-à-dire qu'on rentre vraiment dans quelque chose d'assez nouveau,
Et on a une succession d'ouvrages tout à fait significatifs qui marquent un petit peu cette émergence de ce qu'on appelait l'environnementalisme. C'est tout à fait important de comprendre ça pour comprendre ce que c'est que la biologie de la conservation et surtout comment penser son agenda aujourd'hui. On a en 1949 Osborne qui écrit Planète au pillage, dans lequel il explique qu'on est sorti d'un moment où on a fait la guerre de l'homme contre l'homme pour entrer dans un nouveau moment de la guerre de l'homme contre la nature. Vous voyez, une réorganisation de la vulnérabilité, c'est plus l'humain, c'est la nature elle-même qui est en danger. Et puis il y a une série d'ouvrages qui sont les Marc Lévy de l'époque, qui sont lus par qui sont vendus en millions d'exemplaires. Aldo Lopol en 1949, L'Almanach d'un comté des sables, 62, Rachel Carson, Silent Spring, qui dénonce justement l'emploi massif de DDT et ses conséquences sur la biologie et sur la santé. Et on a toute une série d'ouvrages comme ça qui marquent vraiment les esprits. Et finalement, ce qui est anticipé par la création de cette discipline, c'est un certain nombre de réalités biophysiques qui sont effectivement conçues ou perçues comme dans un devenir incertain par des scientifiques, mais des scientifiques qui sont assez engagés finalement, qui sont pris dans ce mouvement environnementaliste. Et bon, ils ne se sont pas trop trompés, effectivement. Alors, dans l'Anthropocène, vous allez entendre souvent des grands chiffres qui font froid dans le dos, qui participent à cette création du global. Effectivement, depuis les années 60, doublement de la population mondiale, multiplication par 2 de la destruction de la forêt tropicale, multiplication par 7 du nombre de voitures vendues. Alors à l'époque, elles étaient vraiment polluantes. Aujourd'hui, on met des systèmes pour faire sentir. Donc multiplication par 7 des voitures vendues, multiplication par 10 de l'urbanisation, avec aujourd'hui la surface de Paris qui disparaît chaque jour, de façon quasiment irréversible. Donc effectivement, accélération comme ça, brutale, qui fonde cette crise écologique dans laquelle on est. Mais ce que ces personnes qui vont proposer la biologie de la conservation comme une science nouvelle cherchent à faire, c'est pas du tout simplement de faire une prophétie de ce qui va arriver, de dénoncer seulement cette crise biologique. Sur quoi je voudrais insister, c'est qu'ils sont porteurs d'un projet quasi anthropologique. Il y a quelque chose qui est tout à fait extrêmement intéressant dans cette période, que moi j'ai découvert en travaillant récemment en fait sur l'origine de ma discipline. C'est qu'on a la rencontre de 3 dimensions. On a premièrement une dimension éthique. Très clairement, il y a une recherche d'un décentrement, d'une volonté de réformer un petit peu le rapport dominant avec la nature. Il y a une critique de la modernité qui se met en place. On a les écologues scientifiques du moment, comme David Herfeld, qui écrivent L'arrogance de l'humanisme en 1972, en plus d'écrire un des ouvrages majeurs classiques d'écologie scientifique. Donc il y a ce mariage un petit peu des deux dimensions, la constatation d'un fait scientifique, mais aussi c'est porté par, si vous voulez, un programme éthique. Ce qui permet de montrer qu'à l'origine de cette science, il y a un autre dualisme qui est un petit peu remis en cause, qui lui aussi est canonique pour penser en Occident, qui est la distinction entre les faits d'un côté et les valeurs de l'autre. Un des articles fondateurs de la discipline en 1985, écrit par Michael Soulet, met comme dogme, comme principe clair de la discipline, que c'est une discipline engagée, une discipline scientifique engagée, c'est un peu particulier quand même, une discipline de crise et qui admet que la nature a une valeur intrinsèque. Il y a vraiment un projet normatif. Donc c'est la première dimension, une dimension éthique. Et une deuxième dimension qui est tout à fait importante à cette époque-là, c'est qu'il y a l'irruption de l'écologie scientifique qui se concrétise comme discipline à part entière, alors depuis les années 30, mais là on arrive dans un temps court qui est reconnu comme étant essentiel pour comprendre le vivant. Il ne s'agit pas simplement de faire de la physiologie végétale ou animale dans les laboratoires, ni simplement de faire de l'énumération et de faire des collections dans les musées. Il faut aller sur le terrain et faire de l'écologie scientifique, c'est-à-dire explorer la dynamique du vivant in situ, essayer de comprendre les interactions, ça va être le mot-clé de cette discipline, et de voir, et ça participe d'ailleurs au projet éthique, on s'aperçoit qu'il y a des interactions. On est pris dans une communauté biotique, pour reprendre
une thématique forte d'Aldo Léopold, on est pris dans un domaine d'interaction avec le vivant. Donc, écologie scientifique, programme éthique, et puis une troisième dimension absolument majeure qui a été un peu perdue, je pense, aujourd'hui, c'est une dimension évolutive. On sort de la grande synthèse du néo-darwinisme, c'est-à-dire qu'on est marqué par le message de Darwin et le fait que, en plus de ce temps court de l'écologie, on a un temps long. C'est-à-dire que nous sommes, là encore pour reprendre ce que dit Aldo Léopold, projetés dans l'odyssée de l'évolution, et nous sommes les compagnons des autres êtres vivants dans cette grande aventure dont on ne connaît ni l'origine ni la fin, mais qui nous inscrit dans une temporalité longue. Donc je dirais que ce qu'il y a de tout à fait intéressant dans l'origine de cette discipline, qu'on aurait pu présenter naïvement comme une définition générale, c'est peut-être la science de la protection de la nature, ou celle qui essaie de comprendre les causes et les conséquences de la crise de la biodiversité, en vue de mettre un terme à celle-ci, hein, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une exigence de résultats, c'est une science de l'action. Je pense que c'est plus compliqué que ça. On a vraiment un projet, on a un programme dans cette décennie qui est souvent appelée la décennie environnementaliste des années 70. Et moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de voir qu'est-ce qui subsiste, qu'est-ce qu'on a loupé, et qu'est-ce qu'il faut réinventer pour changer de programme, le maintenir. Le moment de l'Anthropocène, c'est aussi un moment qui questionne la discipline de la biologie de la conservation. Alors justement, peut-être Catherine Larrière, vous aviez commencé en décrivant cette rupture ce grand dualisme structurant entre nature d'un côté, culture de l'autre. Là, Vincent Victor, vous avez parlé d'un autre dualisme entre faits et valeurs qui ne se retrouvent pas en fait dans la biologie de la conservation, qui est une science en fait, on peut dire militante au départ. Alors là, est-ce que ce projet justement de cette science qui réunit des enjeux éthiques avec un travail d'analyse scientifique des causes et des effets, est-ce qu'elle arrive à son objectif aujourd'hui? Est-ce qu'on arrive à protéger la nature en alliant éthique et données scientifiques fiables? Alors, je crois que c'est ce que font les philosophes en général, renvoyer la question, questionner la question. On vous a dit que c'était ça qu'on faisait. Je vais partir d'un exemple pour qu'on arrête peut-être de parler de façon un peu abstraite, et un exemple qui est un cas que je tire d'une thèse qui a été faite par une jeune à la fois anthropologue et écologue qui s'appelle Marine Legrand, et qui a fait sa thèse sur le parc de la Courneuve. Et je pense que l'histoire du parc de la Courneuve est une histoire tout à fait édifiante pour comprendre, pour répondre à votre question dans les conditions d'aujourd'hui qui sont celles de l'Anthropocène. Donc laissez-moi rappeler rapidement, vous savez, la Courneuve, c'est le 9-3, c'est le nord-est de Paris, sont donc les banlieues populaires, ouvrières de Paris, habité depuis très longtemps et transformé depuis très longtemps. Et autour de la Courneuve, dans les années 20, la commune achète une grande surface, une grande étendue de terrain, avec l'idée d'en faire des cités-jardins, ce qui est à la mode à l'époque, depuis la fin du XIXe siècle. Bon, ça marche pas, arrive la guerre, etc. Et finalement, autour des années 60, on prend la décision de faire au nord de Paris un grand parc de loisirs, donc au plus grand que le bois de Boulogne ou le bois de Vincennes, donc un des plus grands espaces verts de la banlieue parisienne. Alors, on va faire des travaux, non seulement on va creuser énormément, mais c'est le moment, les années 60-70, c'est le moment où toute la banlieue parisienne est en une grande zone de construction, et donc grande partie des terrains de remblai qui sont tirés de la construction nanterre, etc., vont être déversés sur le chantier du parc de la Courneuve pour faire des collines, des vallons, etc. Et donc on inaugure au début des années 70 le parc de la Courneuve,
qui est donc un espace vert, mais tel que je viens de vous le décrire, complètement artificiel, et destiné non pas du tout à la protection de la nature, mais à être l'espace de loisirs dont les classes populaires, j'ai un article de l'Humanité dans la tête en disant ça, les classes qui est pareil, qui louent ce parc, hein, et qui dit que les classes laborieuses ont besoin d'autant de repos finalement que leur activité, elles ont l'activité créative. Bon. Donc on est dans l'artificiel complet. Mais bon, donc le parc existe, et puis après avoir construit toutes les banlieues, on se met à construire, c'est toujours des années de grande construction, hein, on se met à construire quantité d'autoroutes, A86, A16, et en particulier la 16 qui est construite à cette... donc là on arrive dans les années 90. Il doit y avoir une bretelle de raccordement qui passe, non pas exactement sur le terrain du parc, mais sur un terrain qui ne fait pas encore partie du parc, mais qui est prévu pour en faire partie. Or, sur ce terrain, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que tous les travaux, remblais, déblais, construction, artificialisation qui ont été faits pour construire le parc ont provoqué une remontée de nappe phréatique, et cette nappe phréatique émerge sous forme d'étang dans le terrain que la bretelle de la 16 devrait traverser. Mobilisation des riverains pour défendre ce terrain, et qu'est-ce qu'ils découvrent sur ce terrain? Que sur ces étangs de remontée de nappe phréatique est venu s'installer un crapaud calamite, c'est son nom, qui est sur la liste des espèces, la liste de la Convention de Berne, hein, de liste des espèces protégées. Donc la mobilisation pour que la bretelle de la 16 ne passe pas là, à cela s'ajoute un certain nombre d'associations de protection des espèces en danger, à la fois des associations à la fois locales et nationales. Ça marche. La bretelle de la 16 passera ailleurs, mais pas là, pas sur la mare du crapaud calamite. Et le terrain est rajouté au parc de la Courneuve, mais il n'est pas rajouté de la même façon que ce qu'il y avait déjà sur le parc de la Courneuve. On crée quelque chose qu'on appelle un vallon écologique, et on va instituer une protection de la nature autour. Alors il y a non seulement le crapaud calamite, mais il y a aussi des oiseaux. On se rend compte qu'il y a des oiseaux qui passent là et qui sont aussi méritent d'être surveillés, etc. Si bien que il va se faire, le Muséum national d'histoire naturelle va intervenir, va faire des partenariats. Le projet, la direction du parc va prendre des mesures pour intégrer la protection de la nature, former ses personnels à la protection plutôt de la biodiversité, et on va même enrôler dans ce qu'on appelle aujourd'hui les sciences participatives, enrôler les visiteurs pour qu'ils observent ce qui se passe, etc. Bon. J'arrête là mon histoire, qui est vraie, hein. Et je voudrais faire 2 commentaires pour revenir à votre question. La première, c'est qu'une interprétation possible de ce qu'on appelle l'anthropocène, donc de cette présence humaine de plus en plus pesante, et qu'il n'y a plus que de l'artificiel et la nature n'existe plus. Je crois que cette histoire de la Courneuve montre que on n'en a jamais fini avec la nature, elle est là. Hein. Bon, peut-être qu'en surface, c'est complètement artificiel, le parc de la Courneuve, mais la nappe phréatique, personne ne l'a mise là, elle n'est pas du tout artificielle, et en gros, elle fait ce qu'elle veut, hein, elle remonte, ou elle fait ce qu'elle peut, elle remonte. Donc, à mon avis, c'est totalement faux de parler de la fin de la nature, elle est là, elle continue. Mais, deuxième point, où est-ce qu'elle se manifeste, la nature? Elle se manifeste à l'intérieur des rapports sociaux. Elle se manifeste dans la société même. Hein. Elle se manifeste, et elle se manifeste conflictuellement.
c'est le conflit entre les constructeurs de la protège de la 16 et les associations de protection du crapaud calamite. Mais c'est aussi peut-être le conflit entre certaines associations de protection de la nature et cette science très technocratisée par laquelle les experts en biologie viennent expliquer au personnel du parc de la Courneuve ce qu'il doit faire, etc. Alors la tentation est forte là aussi de se dire mais au fond il n'y a que des rapports sociaux, hein, ce pauvre crapaud il est complètement instrumentalisé, en fait bon il y a des conflits entre autoroute par autoroute. Je crois que là aussi c'est faux. Hein. Un crapaud calamite peut arrêter une autoroute comme il y a eu, vous en avez peut-être entendu parler, à la fin des années 90, un petit insecte communément appelé pique-prune a empêché une autoroute d'être construite à l'argent du monde. Ce que je veux dire, c'est que nous sommes placés devant une protection de la nature qui, je crois, moi je continue à parler de nature, je pense que Vincent comme moi, mais il y a un certain nombre de gens qui pensent que bon, ça n'a plus de sens de parler de nature. Je pense que cette histoire montre que ça a sens de parler de nature, mais c'est plus une nature qui se met dans nos catégories. Et donc, il nous faut inventer une protection. Prendre soin du crapaud calamite. Alors, je termine mon histoire du crapaud calamite, parce que j'aime beaucoup. C'est que ce crapaud calamite, en fait, où est-ce qu'il va? S'il était là, c'est que sur ce terrain qui avait été un peu transformé, qu'on préparait qui était pour des utilisations ultérieures, c'est qu'il va sur des terrains fraîchement remués. Donc d'une certaine façon, il n'avait pas d'intention, pour autant qu'on puisse donner des intentions à un crapaud calamite, mais disons, il n'y serait pas resté. Hein. Si on avait laissé les choses absolument en état, il serait allé ailleurs. Or, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a sédentarisé, le crapaud calamite. On a fait en sorte que les remontées de nappe phréatique aient un sol suffisamment mouvant pour que ça ne dégoûte pas le crapaud calamite d'être là. Donc, vous voyez, c'est un vrai problème, mais je pense qu'on est bien dans la protection de la nature. Mais c'est une protection de la nature, vous parliez de réflexivité, qui nous demande vraiment de réfléchir à ce qu'on fait. Et alors, dans le champ justement de la science de la conservation de la biodiversité, en quoi est-ce que vous accompagnez ce mouvement de chercher la nature en fait là où elle est désormais et plus dans l'espèce de zone instituée où on aimerait bien qu'elle reste et qu'elle continue à prospérer, mais en fait c'est pas ce qui se passe. Alors, on a été très embêté avec cette question de l'efficacité et de l'utilité même de la science de la conservation, dans la mesure où depuis son origine, là, dans les années 80, on a eu plutôt multiplication des problèmes. Ça a embêté pas mal de gens qui sont impliqués dans cette protection de la nature, au point qu'aujourd'hui on ne peut plus trop dire ça. C'est-à-dire que, premièrement, il faudrait avoir une situation témoin pour comparer. Il faudrait imaginer une planète Terre, si vous voulez, où on n'a rien fait pour la nature, pour essayer de comparer si c'était pas pire, ça n'aurait pas été pire que dans la Terre qu'on habite, où on a fait quand même quelque chose. Donc on ne peut pas savoir si effectivement c'est mieux que rien. Ce qu'on peut voir, c'est que c'est plutôt nécessaire, mais peut-être pas suffisant. Et ce qu'on a quand même, c'est la multiplication aussi de success stories, c'est-à-dire de choses qui ont marché dans la protection de la nature, avec des effets très clairs de la protection de l'habitat, de certains habitats. Dieu merci, on a quand même eu des grandes victoires aussi sur des espèces qui sont remontées après des effondrements spectaculaires. Et on a une accumulation locale sur des cas particuliers de mesures qui ont réellement marché sur la protection de la nature. Donc c'est pas si grave. C'est-à-dire que le bilan en général fait qu'on peut, à mon avis, on ne peut pas accuser l'objet de la conservation de ne pas être aller assez loin. C'est-à-dire que ça dépasse complètement juste la capacité de cette entreprise et des chercheurs impliqués et des gestionnaires que de sauver la crise de la biodiversité aujourd'hui. Mais par contre, on n'a effectivement pas rien à notre disposition. Il y a aussi beaucoup de bon sens et beaucoup de choses qui ont marché quand on s'en est donné les moyens. Et donc, je pense que là où on a peut-être perdu un combat, d'une certaine façon, pour reprendre un terme un peu engagé,
c'est qu'on a par contre voulu faire croire plein de choses. On est rentré dans l'Anthropocène, il y a un petit peu cette rhétorique de la promesse. On est rentré aussi dans une idée que tout était possible, qu'on allait pouvoir rendre tout compatible. Vous voyez, cette idée du développement durable, elle a été aussi interprétée comme quelque chose qui était voilà, une façon de dire qu'on peut tout faire. Hein. Il n'y a jamais de problème, il n'y a pas de conflit. De toute façon, on ne supporte pas l'idée du conflit. Et on peut toujours aménager le territoire et sauver la nature en même temps, qui s'y trouve, quitte à la déplacer, à la restaurer ailleurs, etc. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qui a été un petit peu, qui nous a un petit peu endormis, dans la mesure où, dans la protection de la nature, on a très souvent des conflits. Et pas forcément des affrontements, je veux dire des conflits qui sont des lieux d'élaboration de la pensée, qui sont importants et tout à fait intéressants. Il y a des moments où on doit faire des vrais choix entre une option et une autre. Et pourtant, on est un petit peu dans cette espèce de consensualisme, vous voyez, où il faut imaginer qu'il y a toujours une possibilité d'aménager la protection de la nature avec le développement. Bon, on est un peu dans ce dogme-là du consensus possible. Donc ça, je pense que c'est quelque chose dont on a du mal à sortir. Et heureusement, il y a des foyers de résistance, des nouveaux foyers de normativité, de combat, qui disent non, il y a des moments où il faut dire stop, où là, on arrête. Par exemple, on se pose la question de savoir, non pas pourquoi on protégerait, mais pourquoi on détruirait. Vous voyez, ça permet de renverser un petit peu la question. Donc, moi, je suis assez étonné, agréablement surpris de voir qu'il y a une diversification des situations, et dans cette diversité, il y a aussi des gens qui se mobilisent de façon assez rapide et assez forte, qu'on entend de façon assez claire, pour dire stop, pour dire là, il y a quelque chose qu'on revendique comme étant une exigence de protection. Alors après, on peut s'interroger si elle est légitime, d'où elle vient, est-ce qu'elle est construite, pourquoi, mais cette sensibilité environnementale, je ne pense pas qu'elle soit, enfin, à mon avis, elle est très vivante encore chez la plupart des gens. Et concrètement, protéger une nature qui est plus proche de nous, vous en parliez à propos du crapaud, et c'est ce que vous disiez une fois ailleurs en disant qu'en fait, protéger des espaces, c'est bien, mais que le phénomène du réchauffement climatique va faire bouger ces espèces. Enfin, on s'attend à ce que les forêts remontent, que les espèces aussi remontent vers le nord. Du coup, protéger des endroits, ça n'aura plus de sens dans cette nouvelle dynamique-là. Alors, c'est un peu une question pour tous les deux, mais qu'est-ce que ça signifiera protéger une nature qui est en plein bouleversement et dont on a du mal, en fait, à anticiper justement les mouvements? Alors, peut-être que ça permet juste de faire une petite remarque, c'est que la biologie de la conservation, telle que j'ai essayé d'en définir les contours, on l'a souvent reproché d'être fixiste, vous voyez, de mettre la nature sous cloche, alors que je vous ai dit qu'elle était pétrie d'évolution et de dynamique écologique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que la plupart des écologues et des gens qui travaillent en protection de la nature sont hyper conscients de l'aspect dynamique, évolutif des communautés auxquelles ils s'intéressent et de la dynamique des populations. C'est des branches entières qu'on étudie, c'est complètement inscrit dans une temporalité avec des interactions de la dynamique, etc. Donc il n'est pas question vraiment de figer les choses, ou en tout cas si on fige, c'est plutôt qu'on délimite un périmètre, mais on est bien conscient que c'est complètement dynamique ce qui se passe à l'intérieur. Et pour la question du changement climatique, il y a eu un petit peu des débats dans la littérature de savoir si finalement ces grandes mesures d'air protégé étaient devenues obsolètes. Et en fait, très vite, on a pu montrer qu'on en avait plus que jamais besoin, parce que c'était au moins des zones de refuge, de transition, de connexion dans une matrice qui pouvait être hostile. Donc, il ne faut pas imaginer que le changement climatique bouleverse tant que ça les mesures de protection. Ça bouleverse beaucoup de choses, mais ça ne fait pas de la protection de la nature, qui protège les habitats notamment, quelque chose de complètement terminé. On a vraiment besoin encore des aires protégées, heureusement, ne serait-ce que pour des zones refuge, des zones de repos, des zones de transition, d'une nature qui est dynamique. On a besoin de zones protégées, on a aussi besoin de les mettre en réseau. C'est-à-dire, bon, l'anthropocène, enfin ce qu'on appelle l'anthropocène, le changement climatique,
met les humains en danger, mais il met en encore plus grand danger les non-humains, les populations et les espèces et les populations d'animaux et de végétaux, parce qu'eux n'ont pas les moyens de développer des adaptations techniques. Donc effectivement, une des réponses possibles, c'est la migration, et il faut pouvoir accompagner ces migrations. Et pour ça, alors, ce qui avait été prévu comme trame verte et bleue, déjà depuis un moment, donc dans la perspective d'une nature dynamique et d'une mise en réseau, peut servir pour un accompagnement des espèces migrantes. Il faut aller au nord, mais il faut pouvoir y aller. J'ai une dernière question, après on ouvrira les questions à la salle. On a souvent l'impression que la solution serait d'arrêter, en fait, arrêter de couper des arbres, arrêter d'agir sur la nature, arrêter de tuer des animaux. Enfin, voilà, l'idée que il faudrait maintenant se retirer de tout ça pour laisser ce qui reste perdurer. Donc c'est quoi l'attitude en fait dans ce moment de crise écologique que les hommes peuvent adopter par rapport à la nature? Et on parlait de différents milieux, enfin vous parliez du milieu urbain, mais voilà. Je crois arrêter, disons, l'idée du respect de la nature qui s'est tellement enracinée dans la vision dualiste ancienne était une idée de la non-intervention, du non-faire. Mais bon, je dirais simplement que les États-Unis, qui sont peut-être le pays qui a le réseau d'espaces protégés le plus impressionnant, sont aussi le plus gros pollueur. Voilà, l'empreinte carbone d'un Américain moyen, autant que ça existe, et la plus grosse du monde. Donc de mettre des espaces à l'abri, ça suffit pas pour avoir une attitude correcte. Donc oui, là où on peut ne pas intervenir, là où on peut ne pas couper la forêt, mais ça suffit pas. Il ne faut pas simplement faire moins, il faut faire autrement. Et donc, développer des activités moins destructrices, moins polluantes, et se soucier non seulement de la nature exceptionnelle, celle des grands espaces, celle des espèces rares, mais se soucier de la nature ordinaire, celle du crapaud calamite et autres, c'est pas joli du tout, hein, un crapaud calamite, et autres végétaux, animaux. Je crois qu'il faut il faut avoir une éthique, je dirais, de partenariat avec la nature, de considérer la nature comme un partenaire et non pas comme un outil ou un outil. Alors, c'est vrai que ça, c'est l'autre question qui embête beaucoup les colloques, c'est quelle est ta solution, quelles sont tes solutions, etc. Et la première réponse, moi, que je donne, que j'ai trouvée récemment, c'est que tu arrêtes de me demander quelles sont les solutions. Parce que précisément, si on attend qu'il y ait un programme ou une solution ou des solutions, c'est étrange. Ça veut dire qu'on n'a pas compris que les problèmes ils s'incarnent sur des projets concrets, territorialisés, à quel endroit. Sur le projet de construction d'un aéroport, à un endroit où on peut se demander si on en a encore besoin, sur la construction d'un nouveau barrage où on a déjà trop, ou au contraire sur quelque chose qui effectivement va être complètement nécessaire à tel endroit. Donc il faut pouvoir questionner les projets, leur légitimité, les conséquences sociales, éthiques, environnementales. Donc essayer de travailler, je pense, au coup par coup sur des projets incarnés, concrets. Donc ça c'est une façon dans une pensée un peu territorialisée et pas, je veux dire, une pensée de la cartographie, de savoir vers où on va. C'est très difficile de répondre à ça. Moi, je pense qu'on n'a pas des solutions, on n'a que des recettes à des problèmes qui se posent localement. Et effectivement, là, peut-être que une des choses qu'on peut garder en tête, c'est une idée, moi je rejoins pas mal ce que disait Catherine, sur un peu un lâcher-prise aussi, un partenariat qui ne soit pas systématiquement un partenariat agressif ou une OPA sur la nature systématique. On a des endroits où on a effectivement eu des manifestations très claires qu'on avait construites dans des zones, par exemple, où on ne devait pas construire, parce que la nature déborde.
parfois c'est une nappe phréatique, mais parfois c'est carrément des tempêtes, ou avec le réchauffement climatique on va avoir de la variabilité beaucoup plus grande, on va avoir des zones qui sont inondables, et on sent systématiquement que lorsque on a eu un désastre comme, je crois que c'est la tempête Xynthia, sur la cohérence, on a, en Vendée, on a eu quelque chose qui était un drame social, économique, et on s'est aperçu qu'après avoir dit, là on fait un retrait de l'activité humaine, on reconnaît que la nature déborde, reprend un peu ses droits sur une certaine zone, l'année d'après il y a eu la proposition d'un camping, puis d'un golf, puis les premières constructions qui ont été faites. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de mal à imaginer ce retrait. Alors ce retrait, peut-être c'est compliqué de faire vraiment disparaître des hectares de béton, mais je veux dire que certaines zones soient des occasions, non pas forcément d'être complètement absents. Il y a 0,2% du territoire seulement qui sont en réserve intégrale. Donc, on est effectivement partout, en tout cas en France, mais où on peut être des passagers et des observateurs d'une certaine forme de spontanéité, d'altérité, de cette naturalité comme processus un petit peu qui nous échappe. Ça, à mon avis, c'est un bon réflexe. Dans un monde où on a voulu dominer, borner systématiquement et maîtriser, essayons de penser d'autres formes d'interaction possibles et qui soient moins agressives. Et ça, je pense qu'on en a les moyens. Et ça permettrait de faire renaître peut-être une expérience de la nature, cette nature en nous, pas simplement comme une extériorité, mais comme celle qu'on éprouve en tant qu'expérience. J'imagine qu'il y a des questions, on va faire circuler un micro dans la salle. Il y a de plus en plus d'animaux, en tout cas d'ongulés sauvages, mais c'est vrai pour les certain nombre de mammifères aussi en proximité des villes. Et contrairement à ce que me disait un journaliste bobo parisien il y a quelque temps, c'est pas parce que on met les forêts trop près des villes, mais c'est parce que les villes ont grignoté sur l'espace naturel des animaux. C'est la première raison. La seconde, c'est parce que le principe de survie dans le règne animal, c'est l'adaptabilité, l'adaptation. Alors les animaux sauvages s'adaptent extrêmement bien, effectivement, et de plus en plus à l'urbanisation, d'où les problèmes de sangliers, effectivement, qu'on rencontre fréquemment. Ce que je voulais dire, c'est que il me semble qu'on ne peut... Moi, je suis passionné par ce que vous avez dit, et bravo et merci Anne d'avoir réussi à réunir ce plateau. Je pense qu'on ne peut pas aborder cette thématique sans aborder le phénomène philosophique. On a parlé d'éthique tout à l'heure, mais l'éthique n'est qu'une morale que l'on s'applique à soi-même, ça ne me suffit pas. Je crois que... Bon, on en parlera après. Mais le problème aujourd'hui, moi je suis frappé de voir ce que j'appelle une écologie punitive, au terme de laquelle, comme vous l'avez dit en préalable de cette conférence, il y aurait une altérité totale entre l'homme et la nature, qui se regarderaient, l'un n'ayant pas de respect pour l'autre, et au final, ce que je vois se développer, c'est une philosophie d'exclusion de l'homme. C'est-à-dire que l'homme serait la source de tous les maux de la nature, la perte de biodiversité bien sûr, mais encore bien d'autres. Quand on poursuit ce raisonnement, on continue dedans, on arrive à des extrêmes que l'on voit aujourd'hui, la montée de l'antispécisme, qui est, je suis français occidental comme vous, la fin, la négation même de l'humanisme, en tout cas de toutes nos cultures judéo-chrétiennes, l'antispécisme, le végétarisme, le véganisme, l'homme évidemment est le diable par rapport à la nature. Comme vous l'avez très justement dit, la solution c'est donc de l'en exclure, et on sanctuarise les espaces naturels, pardon. On vénère le chevalier Picprune et l'homme est cantonné ailleurs. Fort heureusement, je pense que c'est une conception qui mène tout droit dans le mur et qui n'est pas recevable. Fort heureusement, les organismes internationaux et les gens qui pensent ont reconnu depuis longtemps, et on n'en a pas parlé, c'est le principe de la conservation par l'utilisation durable des ressources naturelles. On sait aujourd'hui, c'est d'ailleurs toute la thématique de donner une valeur économique à la biodiversité, c'est sur quoi on travaille depuis des années maintenant. On sait aujourd'hui que si on utilise durablement les ressources naturelles, c'est une moyen de les protéger. Donc moi, ce que je voulais simplement dire, c'est que je trouve un espèce de pessimisme qui commence à être, que je trouve pesant. Encore une fois, on est là, on sera tous morts dans quelques années, on part sur des cycles d'un siècle, de 2 siècles. L'histoire de l'humanité est faite de bouleversements, de glaciations, de réchauffement climatique, d'espèces qui ont disparu, d'autres qui n'existaient pas autrefois qui existent maintenant. Je me demande s'il ne faut pas qu'on prenne un peu une respiration et un peu de calme par rapport à tout ça. Reste, il n'en reste pas moins vrai,
que la principale menace aujourd'hui, et qui nous choque tous, je l'espèce, c'est l'artificialisation des sols. C'est effectivement les lotissements, les cadres, voilà, c'est le fait qu'on bouffe de l'espace naturel sans arrêt. Un département français disparaît tous les 7 ans, ça c'est un vrai problème. Parce que la vraie question, est-ce qu'on a besoin que ce département disparaisse, et quel est l'impact de la disparition de ce département sur la biodiversité ordinaire, on va dire. Ça c'est vrai. Voilà, donc c'était juste une remarque, c'était de me dire, moi je suis moins pessimiste, et je suis surtout très méfiant par rapport à ce que, encore une fois, cette écologie punitive qui met l'homme de côté et la nature de l'autre, et qui ne me satisfait pas. Oui, merci de votre intervention assez longue dans laquelle je crois il y a beaucoup à apprendre et il y a beaucoup de choses et je ne vais pas pouvoir répondre à tout. Je voulais simplement dire que si j'ai commencé par insister sur le fait que la vision dualiste avait été la base aussi bien de la domination de la nature que de sa protection, c'était pour dire que cette vision dualiste de la protection de la nature a eu des correspondances scientifiques et que l'écologie des années 1930-1950, disons, l'écologie du climat, c'est une écologie qui tend effectivement à faire de l'homme un perturbateur extérieur, hein, l'écologie des équilibres, même dynamique. Je crois qu'on en est très largement sorti. Il s'est développé une écologie des perturbations, une écologie qui a intégré la dimension évolutionniste, justement, qui n'est pas restée dans le temps court, et que ce que vous appelez cette écologie punitive, je pense qu'il y a au sens où il s'agirait de mettre l'homme en accusation parce qu'il est un perturbateur, je crois que aussi bien au niveau scientifique qu'au niveau philosophique, enfin philosophiquement, moi c'est ça que j'essaie de faire, et au niveau scientifique, on en est sorti, hein, au sens où aussi bien justement la conception de la biodiversité, il y a toute une série de thèses qu'on peut citer qui montrent que dans des régions qui peuvent être comme la France, mais qui peuvent être aussi en Amazonie, alors comme la France, il y a une thèse très connue sur le bocage normand qui montre que la biodiversité est à son maximum au XIXe siècle. Bon, le bocage est une co-construction en nature, c'est pas une nature qui est extérieure à l'homme. Et d'autre part, des études sur l'Amazonie ont bien montré que l'Amazonie n'est pas une zone vierge. Hein, que ce qu'est l'Amazonie, elle l'est par ce qu'ont fait les populations autochtones amazones, et on retrouve une écologie historique. Donc, je pense que tout ce qu'a présenté Vincent sur la biologie de la conservation, c'est une biologie de la conservation qui sait que l'homme fait partie de la nature et que l'homme peut être très destructeur, mais peut être aussi bénéfique. Alors que ça conduise, mais là c'est un tout autre débat, et je pense qu'on n'aura pas le temps de l'avoir ce soir, à l'idée que la meilleure façon de protéger la nature, ça soit de lui donner une valeur économique, ça, on pourrait en discuter longuement, c'est quelque chose qui est en débat. Je veux dire, on ne va pas passer d'un extrême à l'autre, on ne va pas passer de la dénonciation des dénonciateurs, hein, de montrer les impasses auxquelles montre la mise en accusation de l'homme, parce que c'est nous qui nous mettons nous-mêmes en accusation, alors il faut bien qu'on se prenne en charge, à l'autre extrême qui est de dire oh, bah, de toute façon tout ça c'est pas grave, laissons faire l'intérêt économique et la nature sera protégée au mieux. L'anthropos c'est l'homme, donc on tourne toujours autour de la même question. Et donc on a bien vu qu'on est aujourd'hui forcément contraint, ou enfin, tout nous invite à dépasser ou à tempérer, comme Catherine et Raphaël Larère le proposent dans leur dernier livre, ce dualisme. Parce que nous appartenons à la nature, c'est ce que expliquait très bien Léopold, cette idée de communauté biotique, de compagnons dans l'Odyssée de l'espèce. Et bon, alors, je ne sais pas si on peut parler encore de nature, ou est-ce qu'il faudrait parler, comme les Chinois, ils disent the Zhan, le naturel, ce qui se fait de soi-même ainsi, c'est ça le crapaud qui revient. Mais dans l'idée de l'anthropocène, ce que dénoncent un certain nombre d'historiens, je suis historien moi-même, donc c'est plutôt par ce biais-là que je prends le problème, c'est le grand récit qui en a été fait comme une sorte de grand cheminement qui lie dans un même destin
l'espèce humaine, Homo sapiens, comme unique responsable des malheurs qui affligent Gaïa. Et est-ce que, de votre point de vue, il ne serait pas important de considérer d'autres formulations? On a pu parler de capitalocène, on pourrait parler d'occidentocène, etc. Est-ce qu'on ne confond pas aussi dans tous ces discours aujourd'hui sur l'anthropocène, non pas de la part des spécialistes, mais de la manière dont ils sont médiatisés, dont ils ont une très forte réception dans le public, des échelles de temps qui sont différentes, l'une qui commencerait peut-être en 1600, comme le propose un article de l'an dernier dans Nature, où le brevet de la machine à vapeur, l'ère industrielle en tout cas, où là on a vraiment quelque chose qui relève des sociétés industrielles capitalistes occidentales, si vous voulez essayer de les englober sous une seule entité, le distinguer de ce qui serait peut-être, là, qui mériterait plus le terme d'anthropocène, qui serait quelque chose de bien plus ancien, qui relève, qui démarre avec le néolithique, les grandes disparitions de mégafaune. Alors, c'est discuté, mais l'influence de l'élevage et de la culture du riz sur la production de méthane, etc. Est-ce qu'il n'y a pas plusieurs échelles de temps qui seraient intéressantes de distinguer et du coup de sortir de cette globalisation qu'entraîne le terme d'anthropocène? Je pense que c'est peut-être ça que ça pose comme question, c'est quelle historicité, quel récit, quelle histoire de cet anthropocène. Ce terme lui-même invite, et peut-être ce genre de conférence participe un peu de la construction de ce récit, de son interrogation. Moi j'aime bien me dire que les autres orthographes possibles, l'anthropocène, c'est de l'écrire avec un SC. Vous voyez, c'est une scène aussi, c'est-à-dire qu'il y a une mise en scène du récit environnementaliste et de ses contestations, et qui me permet de voir aussi dans l'histoire environnementale le fait qu'il y a eu une écologie d'en haut qui a écrasé pendant quasiment un siècle une écologie d'en bas qui avait d'autres revendications, d'autres types de vision du monde, et qu'il y a eu un rapport de force un petit peu entre une écologie qui est venue par le haut, par les institutions et par une certaine forme de pensée dominante, et une anthropocène qui était dénoncée, on peut remonter aux années 60 ou même avant-guerre, avec une mise en garde du réchauffement climatique, avec aussi une invitation à une gestion plus durable et plus, sympathique des ressources, une protection de la nature. Donc effectivement, je pense que votre question, elle pointe du doigt la façon dont on se réveille et dont on reconnaît ces différentes formes de récits alternatifs et qui s'entrechoquent aujourd'hui. Moi, j'ai du mal à trouver une position. Je pense que, pour revenir à ce qui a été dit avant, j'ai du mal à me sentir optimiste ou pessimiste par principe. Pour moi, ce n'est pas une position subjective vraiment défendable. Je suis parfois hyper inquiet, et parfois hyper enthousiaste. Donc on peut osciller dans une même journée entre ces deux positions. Mais je suis aussi hyper inquiet d'une espèce de suroptimisme, de dire tout va bien se passer, tout est possible, bougez pas, on va mettre un prix sur la nature et puis on va faire un marché, ça va se résoudre par soi-même, par la loi de l'offre et de la demande. Il y a des propositions complètement délirantes dans l'anthropocène aussi, hyper technologiques. Bon, tout ça fait un peu peur. Donc, moi, je pense qu'il faut être éveillé. Voilà, il faut être éveillé sur ce qui est en train de se raconter. Et puis, prendre le temps de penser. On a essayé de faire ça ce soir pour essayer d'être alerte sur ce qu'on veut bien nous raconter de notre propre histoire. Catherine, vous voulez réagir? J'ajouterais simplement que je crois que l'anthropocène, le risque, effectivement, c'est un refermement sur l'humain. Et je dirais ce refermement sur l'humain, il est aussi bien, si on prend le terme d'anthropos, qui projette une humanité unifiée, mais si on prend aussi, mettons un nom derrière le Britanocène, je veux dire les propositions de Christophe Bonneuil et de Jean-Baptiste Fressos, de dire, mais enfin, c'est quoi cette façon de rendre l'humanité entièrement responsable de ce qui est finalement le cas de l'Occident? Ils ont raison. Mais en même temps, dans cette façon de prendre en compte uniquement la dualité sociale intra-humaine, la nature disparaît. Et de même que, pour moi, le problème, c'est de voir le crapaud calamite, c'est de voir dans l'anthropocène qu'il n'est pas question uniquement de l'humain, et que, comme c'est... alors, pas l'ensemble de la planète, si on appelle Gaïa l'ensemble de la planète, Gaïa s'en tirera, c'est certain. Mais entre nous et Gaïa, il y a toutes les espèces vivantes. Et c'est ça dont je voudrais qu'on parle quand on parle de l'anthropocène.
Bon, on est loin d'avoir épuisé la question. La dernière question, votre dernière question le montre bien. Mais on va s'arrêter là pour ce soir. Je vous remercie beaucoup tous les trois d'être venus et de nous avoir un peu éclairés sur ce courant, cette grande notion un peu massive qu'est l'anthropocène et qui nous arrive dessus. Et je vous propose de continuer les discussions autour d'un verre. Vous pourrez feuilleter les revues et discuter avec les intervenants. Merci beaucoup. Merci.